Avec Maître Sidiki Kaba, nous allons parler des conclusions du dialogue national, le départ du président Macky Sall le 2 avril. Que va-t-il se passer? L'agression de notre consoeur Maïmouna Nour Faye, autant de sujets que nous allons évoquer avec le ministre de l'Intérieur. Et puis nous vous ferons découvrir l'une des plus vieilles églises du Sénégal et de la région de Thiès. Elle se trouve dans une localité où habitent que des chrétiens. 126 ans après sa création, la paroisse Saint-Maral de Fondaine, vous allez le voir, au-delà d'être un lieu de culte, est un véritable patrimoine. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est arrivé à Alger cet après-midi. Le président Macky Sall a été accueilli par son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, qui l'a invité à prendre part au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tient dans la capitale algérienne. Ce sera demain donc. Envoyés spéciaux à Alger, Mamadou Belem et Oumar Ning. Accueil chaleureux à l'aéroport international Ouari Boumedienne avec la présence du président algérien Abdelmajid Tebboune qui souhaite une chaleureuse bienvenue au président de la République Macky Sall en terre algérienne. Un accueil qui tient son cachet solennel. Le président Macky Sall est en Algérie pour prendre part au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Ce forum, qui regroupe les principaux pays exportateurs de gaz naturel, est un cadre de concertation pour la défense et la promotion des intérêts des pays membres. Conformément aux procédures, le Sénégal a soumis sa candidature pour être membre observateur avant de postuler au statut de membre de plein droit. Voilà qui justifie la présence du chef de l'État, le président Macky Sall, ici, à Alger. Retour dans ce journal sur le chavirement d'une pirogue survenue au large de Saint-Louis. Le Premier ministre Amadou Ba était sur les lieux hier. À l'hôpital régional de Saint-Louis, il a pu échanger avec les rescapés. Beaucoup viennent de la sous-région et travaillent à Joal. Le drame a fait 26 morts. Le Premier ministre pointe du doigt des réseaux bien organisés à combattre à Ramdao. Il me reste 5 minutes de mourir, donc je ne veux plus répéter ça. Ils ont vu la mort de près, une vingtaine de compagnons de fortune engloutis par l'océan. Leur embarcation avait levé l'ancre à Joal. C'est un petit pilote qui est venu nous sauver, sinon c'était fini pour nous. Donc je ne peux plus recommencer ça encore. On a quitté ici le vendredi. On est allé jusqu'au Maroc. Le capitaine il nous a dit que nous n'avons plus d'essence maintenant pour aller en Espagne. Il nous a dit de se retourner. On s'est retourné la nuit du lundi. Bon, en vrai, le capitaine ne connaissait pas le GPS. C'est Dieu qui nous a sauvés. On est venu à Saint-Louis. Sinon, il s'est perdu directement. Quand on est venu à Saint-Louis, il y avait des petits bateaux les petits pilotes qui lui avaient dit, bon, ne rentrez pas ici. Allez à Joal ou bien d'autres parties. Si vous rentrez ici, il y aura beaucoup de morts. Il a insisté de venir. Nous sommes descendus dans l'eau, beaucoup de personnes sont mortes, comme ça. Le récit devant le Premier ministre mêle tragédie et prise de conscience. D'où viennent-ils et qui sont-ils? Les horizons diffèrent et les profils aussi. Toi, tu viens de Guinée? De Zéro-Corée. D'accord. Kolda. Guinée-Conakry. Vous partiez où? En Espagne? Oui, c'est là-bas on voulait aller. Tu avais un petit travail ici? Oui, oui. Et tu laisses le travail pour aller mourir? C'était juste pour tenter la chance. Mais ça n'a pas marché, ça m'a donné une prise de conscience quand même. Que tout ce que tu avais était meilleur que ce que tu cherches? Ok.
yow mi dëkk Saloum. waaw foo loo doon liggéey Saloum. non man Dakar laa ñëw. Dakar nga nekkoon lan nga doon def foofu. dama doon jaay. da nga doon jaay loo doon jaay. Marchand ambulant. Au Premier ministre, ils diront avoir été abusés car un fait frappe. Ils avaient tous un travail. Le prix n'était pas officiel. Il y avait des gens 250, 300, 400, 500, 600, 700. Et nous, on a payé 500 000. Et toi, tu es commerçant. Tu avais quelque chose. Toi, tu es marchand ambulant. Tu avais quelque chose et tu as payé. Et toi, tu viens de quel pays? De Guinée? Pays de Guinée, Zéro Corée. Zéro Corée. Ouais. Tu faisais quelque chose? C'est poisson. Poisson. Ouais. Tu avais combien par jour à peu près? C'est pas officiellement parce que quelques jours, ils vont me donner un peu 2 000, 5 000. 2 000, 5 000. Et toi, tu avais combien par jour à peu près? Au moins 3 000, 5 000 par jour. 3 000, 5 000 par jour. L'aventure a coûté la vie à 26 personnes. Les corps répartis entre le centre hospitalier régional et la grande mosquée. Le Premier ministre a prié pour les défunts avant de se rendre à Gohumbach où ils ont eu les premiers secours. Le fait marquant, c'est que toutes les personnes que j'ai eu à interroger aujourd'hui à l'hôpital, et c'était devant vous, avaient des revenus qui tournaient autour en moyenne de 3 000 à 5 000 francs par jour, soit 90 000 ou 150 000 francs, ce qui est quand même un revenu, je pense, qui est raisonnable pour pouvoir bien vivre. Donc le problème n'est peut-être pas totalement économique. Le gouverneur l'a dit. Il y a quand même des réseaux bien organisés qui poussent des jeunes en usant certainement des réseaux sociaux et autres possibilités de propagande. Le drame a suggéré une enquête qui est déjà ouverte et les dispositions sont également prises pour accompagner les victimes. Le gouvernement a une stratégie et je pense que c'est encore plus que jamais. Nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux. Je pense que c'est exactement ça. Combattre ces réseaux mafieux qui profitent de la faiblesse de certaines catégories de personnes pour les pousser vers un Eldorado qui n'existe pas. Le Premier ministre a transmis ici à Saint-Louis les condoléances du chef de l'État, aux services régionaux mobilisés, ses encouragements. Le drame remet au goût du jour la face hideuse de l'immigration clandestine. Et puis le gouverneur de Saint-Louis a fait le point de la situation depuis les premières alertes en drame qui a mobilisé l'ensemble des services régionaux pour une meilleure prise en charge. Saint-Louis, comme beaucoup de zones côtières, fait face au phénomène de l'immigration clandestine. Beaucoup de tentatives ont pu être déjouées. Nous écoutons le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb. Je dois d'abord avouer que conformément aux instructions que nous recevons des hautes autorités, de M. le Président, de vous-même et de l'ensemble des ministres, il y a un dispositif au niveau territorial de lutte contre l'immigration clandestine. Ça veut dire les forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine en mer, la gendarmerie dans son secteur de compétences, la police pour démanteler sous la direction de Mme le procureur les tentatives d'immigration, mais également l'antenne régionale de la division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants s'active chaque jour pour mettre en œuvre les stratégies qui sont définies par l'État et qu'on essaie de mettre en œuvre ici au niveau territorial. Ça veut dire donc que chaque jour que Dieu fait, comme nous en avons rendu compte tout à l'heure, il arrive que l'on, en tout cas, fasse échouer des tentatives d'immigration clandestine qui, je dois l'avouer, comme nous tous nous le savons, pose des problèmes en fait d'explication. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui que c'est parce que le Sénégal est dans une situation difficile. Les situations ont été pires et pendant ces temps-là, on n'a pas connu l'immigration clandestine. Pour la situation qui s'est passée hier du moins, les nombres, personne ne peut dire qu'il y a 300 et que c'est des chiffres qui sont avancés. Mais pour le moment, nous, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on a été avisé, on a mis en branle le comité de crise composé de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également les services de santé, particulièrement l'hôpital régional, mais également le SAMU. Donc sous la coordination du commandant Amadou Fall ici présent, qui s'activait en tout cas pour gérer un peu les secours. Nous avons mis en place une cellule de crise
pour faire en sorte de recueillir donc ces dépouilles dans des conditions dignes. C'est important. Et d'ailleurs, c'est le bâtiment derrière qui est là, le bâtiment douane, qui nous a un peu servi de zone de transit pour toutes ces dépouilles-là. Présentement, nous avons donc 26 personnes décédées et 21 blessés, donc 14 qui sont présentement au niveau de l'hôpital. Et puis notre consoeur Maïmouna Ndour Faye a été victime d'une agression hier soir après une émission. Elle a perdu beaucoup de sang. Maïmouna Ndour Faye a été admise aux urgences. Aux dernières nouvelles, son pronostic vital n'est pas engagé selon les proches. Je rappelle que Maïmouna Ndour Faye est directrice générale de la télé 7 TV. Je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé, respecté en toutes circonstances. C'est un tweet du président Macky Sall. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée, écrit le chef de l'État. Et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice. Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays. Et puis, je vous fais également lecture de ce communiqué du directeur général de la RTS à propos de cette agression contre Maïmouna Ndour Faye. Monsieur Racine Talla a pris avec stupeur et consternation l'agression sans nom dont a été victime Madame Maïmouna Ndour Faye, responsable de la chaîne de la télévision 7 TV. Il assure Maïmouna Ndour Faye de son soutien total et sans réserve et condamne avec fermeté cet acte barbare perpétré contre elle et invite les autorités à ouvrir sans délai une enquête aux fins d'arrêter et de livrer le coupable à la justice pour des sanctions à la hauteur de l'ignominie commise, signé le directeur général de la RTS, Racine Talla. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler du dialogue national et du départ du président Macky Sall le 2 avril, mais l'actualité nous rattrape après cette agression contre notre consoeur Maïmouna Ndour Faye. Comment est-ce que vous entendez répondre justement à cet acte ignoble, comme tout le monde l'a décrié? Je voudrais condamner vigoureusement cet acte ignoble et inqualifiable qui a touché donc Maïmouna Ndour Faye. Et c'est important, dès que je l'ai appris et que j'ai échangé avec Monsieur le Président de la République Macky Sall, il m'a instruit de m'y rendre. Donc je suis parti à Achemont, je l'ai bien rencontré. Aujourd'hui? J'ai échangé, oui, aujourd'hui. Donc aux environs de 14h30, 15h, j'étais à Achemont. Je l'ai rencontré, j'ai vu ses médecins, nous avons échangé et je lui ai marqué notre soutien. Et je lui ai dit, le gouvernement est engagé à faire en sorte que la lumière soit faite le plus rapidement. Et les services de sécurité sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour retrouver le ou les auteurs de cet acte ignoble et qu'ils soient recherchés, poursuivis et en même temps déférés devant la justice. Elles se sont très bien. Comment elles se sont? Comment vous l'avez vu? Bon, ce sont les médecins qui définissent l'état, mais moi je trouvais que cet état était stable. Et c'est ce que le médecin a dit. Bon, nous suivons l'évolution, quoi qu'il en soit. Nous avons marqué notre compassion, nous avons marqué notre soutien et nous avons dit que nous verrons de manière à ce que de tels actes ne se reproduisent pas contre les journalistes comme tout citoyen qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de sécurité et qui a besoin de protection. Bien sûr, au-delà de la personne de Maïmouna, c'est toute la corporation qui vous attend. Vous avez reçu récemment la CAP. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont conscients que le métier du journaliste, ce n'est pas d'être pour ou contre telle ou telle personne ou système établi? Il est important dans une démocratie comme la nôtre qu'il y ait une presse libre, qu'il y ait des journalistes qui animent. Donc tous ces médias puissent le faire sans crainte et sans peur. Cela est très important. Lorsque je les ai reçus, je leur ai dit ça parce que je suis partisan de la pensée des Voltaire qui veut dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. Donc, quel que soit ce qui va vous être dit, il faut l'écouter et pouvoir voir par la contradiction, apporter les réponses non par la violence physique, alors qui ne peut en aucune façon avoir place
Et ce qui s'adonne à un tel acte d'agression, il faut qu'il soit certain que la loi sera là. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent évoquer cette question du dialogue. Le moment est venu pour le dialogue, disait le président Macky Sall, et le consensus. C'est l'avis du président de la République. Selon le chef de l'État, l'heure est venue pour les Sénégalais de se réconcilier. Ouvrant le dialogue national, le chef de l'État a réaffirmé, lundi passé, son intention de quitter le pouvoir le 2 avril prochain, laissant le pays dans la paix et la concorde. Nous allons l'écouter. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu pour la nation sénégalaise, parce que la vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi je voudrais, à l'entame de mon propos, vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, vous avez écouté le président de la République, vous étiez là-bas. Après ce dialogue, 2 commissions ont été mises en place. L'une qui doit fixer la date des élections, ou proposer une date pour les élections, et une autre commission pour, en cas de vacances du pouvoir, le 2 avril. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les Sénégalais devraient pouvoir comprendre à travers ce message du chef de l'État? Je pense que pour pouvoir mieux l'expliciter, je voudrais adopter une démarche pédagogique. Situer le texte, le prétexte et le contexte. C'est parce qu'il y avait un texte. C'est la décision du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel qui invite les autorités compétentes à organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle qui était initialement prévue le 25 février et qui matériellement ne peut plus s'organiser. Donc, c'est pour réussir la meilleure manière cette invitation qui lui a été faite que le président de la République, Macky Sall, a estimé qu'il va organiser un dialogue national, écouter les uns et les autres pour mieux éclairer sa décision et ainsi, à partir des recommandations et des conclusions du dialogue, le soumettre au Conseil constitutionnel qui pourrait les valider ou dire ce qui semble être son point de vue à lui en précisant de façon claire et nette que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de voie de recours. Ce sont des décisions définitives qui s'imposent à tous. Donc, le dialogue est une initiative présidentielle. Et on ne dira pas que c'est du nouveau. Le président de la République est un homme de dialogue.
puisqu'il a créé une journée du 28 mai qui est la journée du dialogue. Et il faut préciser, comme Houphouët-Boigny le disait, le dialogue est l'arme des forts. Il faut être courageux de régler les contradictions qui peuvent survenir dans la vie de la nation en réunissant les acteurs et en s'entendant pour essayer d'avancer. Cela me paraît important à dire, parce que toute démocratie organisée doit aller dans cet esprit. Se concilier pour se réconcilier, créer un climat apaisé et atteindre des objectifs. Vous avez parlé du texte, du prétexte et du contexte. Aujourd'hui, le résultat, c'est que une des commissions a proposé la date du 2 juin pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que sur ce point-là, les Sénégalais, la classe politique, devraient pouvoir s'entendre? D'abord, le dialogue, c'est le 26 et le 27 février. Le premier jour, le président de la République lui-même, après l'ouverture, a pris le temps nécessaire d'écouter les acteurs politiques comme les forces vives. Nous avons entendu à la fois des autorités religieuses, coutumières, et différentes personnalités et des identifiants et des éléments de la société civile dire leur point de vue. Après un débat fécond, fertile et riche, il nous a été demandé, en tant que ministre de l'Intérieur, d'organiser la suite, c'est-à-dire le 27, des débats. Et nous avons créé 2 commissions. Une première commission est chargée de réfléchir sur la date du départ du président de la République et une deuxième commission qui doit aussi réfléchir ce qui adviendra après ce départ. Mais entre les deux, le problème numéro 1 auquel notre commission devrait s'atteler, c'est la définition de la date de l'élection, comme le Conseil constitutionnel a eu à le dire. C'est un exercice qui n'est pas facile. Quand on entend les uns et les autres, on a l'impression que cette date du 2 juin est sortie d'un chapeau. Non. Il a fallu examiner la base juridique sur laquelle le président de la République, sur l'invitation du Conseil constitutionnel, doit fonder son décret pour pouvoir fixer une date. C'est l'article L137 du Code du travail, du Code du mois électoral, qui le dit de façon très claire qu'il faut 80 jours pour pouvoir donc tenir le délai de la fixation de la prochaine élection. Parce que les délais constitutionnels pour la fixation, qui était le 25, est déjà dépassé. 80 jours, ça fait 2 mois et 20 jours. Ça fait 2 mois et 20 jours. Et en compilant ces délais, nous sommes arrivés à une première date. C'est le 19 mai. Le 19 mai, en organisant une élection, le deuxième tour va tomber sur la Pentecôte. Nous sommes un pays de croyances religieuses très fortes. Il est certain qu'il n'était pas possible d'organiser une élection le jour de la Pentecôte. La deuxième date qui suit, c'est le 26 mai. Et là aussi, le deuxième tour, s'il doit y avoir lieu, parce qu'il faut prévoir tout cela, cette éventualité, cela va tomber sur la Tabaski. Il va de soi qu'un pays qui a majoritairement musulmans, alors ce pays-là aussi, il est clair que les populations ne seraient pas, n'auraient pas la tête à cette fête. Donc la date qui semble la plus dégagée, c'est celle du 2 juin. Et en ce moment-là, s'il y a deuxième tour, ce sera le 23 juin. Donc la fixation de cette date a procédé à des analyses des contraintes religieuses, sociales et culturelles, et en tenant compte de la base légale sur laquelle le décret du président de la République doit être pris, c'est-à-dire la convocation du corps électoral qui doit se faire sur l'article LO 137. Et c'est ainsi que nous avons déterminé cette date du 2 juin. Dans la deuxième commission, il fallait poser une question. Après le 2 avril, le départ du président Macky Sall, le départ du président il a réaffirmé hier déjà, qui vient de le dire une fois par tweet. Oui. Que va-t-il se passer? Il y a aujourd'hui une charge pour qu'il puisse quitter le plus rapidement. Mais le président de la République a été clair. Il a dit, à la date du 2 juin, d'une façon claire et solennelle, du 2 avril, je quitterai le pouvoir. Et cela remonte dans le temps.
quand on voit la chronologie, il y a une certitude dans tout ce qu'il dit en ce qui concerne cette date du 2 avril 2024. Déjà, rappelons-nous qu'en 2016, il avait saisi le Conseil constitutionnel quand il avait été élu pour un mandat de 7 ans pour dire que je veux réduire mon mandat à 5 ans pour que, dorénavant, il n'y ait plus que des mandats de 5 ans. Le Conseil constitutionnel avait répondu que, alors, cette réforme était hors de portée. Ensuite, lorsqu'il venait en 2019, devant le peuple sénégalais, pour solliciter un dernier mandat, il a eu à dire « Je m'en irai » à travers, cette fois-ci, son ouvrage « Le Sénégal au cœur ». Mais le 3 juillet, quand il y avait ce brouhaha médiatique, où l'on voulait savoir quelle était sa position, s'il allait se présenter ou il n'allait pas se présenter. Et le 3 juillet, il s'est adressé à travers le message de la nation pour dire que la fin de mon mandat, c'est le 2 avril. C'est le 2 avril. Vous voulez dire qu'il a toujours resté... Il a été toujours constant. Et le 3 février, il l'a dit. Mais il y a toujours ce bruit, il y a toujours ce sentiment qu'il va s'agripper au pouvoir. Quelqu'un qui a eu à dire de façon constante et qui a eu à dire « Je suis prêt même à renoncer à 2 ans de mon mandat », ce n'est pas un rabiot de 2 jours, de 2 mois, de 3 mois, alors qui va compenser quand on dit son appétit du pouvoir. Je pense que cette allégation qui est faite, cette accusation est injuste. Retenons de façon ferme, et nous l'avons constaté, que le 2 avril, le président de la République, Macky Sall, va quitter la tête de l'État du Sénégal. Alors, il n'y aura pas d'élection d'ici là. Qu'est-ce qui va se passer si le président reste ferme dans sa décision et décide de quitter le pouvoir au Sénégal? Nous avons une situation inédite. Parce que la Constitution du Sénégal précise, je ne m'en sépare jamais, alors, en cas de vacance du pouvoir, que si la présidence est vacante, c'est l'article 31, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les 60 jours au moins et 90 jours au plus après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Alors, mais nous ne sommes ni dans un cas de démission. Le président dit qu'il ne démissionnera pas. Nous ne sommes pas dans un cas d'empêchement. Cela signifie qu'on est dans une incapacité physique, morale, mentale et psychologique pour exercer le pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette situation. Et, cas de décès, Dieu nous en préserve, nous ne sommes pas dans ce cas. Dans le cas inédit, c'est qu'il faut trouver donc une solution. Quelle est la solution? Le dialogue a proposé. Ce n'est pas le président de la République, Macky Sall, qui le dit. Le dialogue dit, il y a l'article 36.2 qui dit, il faut le dire parce que je tiens à le dire parce que ce sont des éléments qui peuvent nourrir notre réflexion. Nous sommes ici pour partager notre avis et faire en sorte que nous puissions trouver les solutions. Dans l'esprit des Sénégalais. Alors, l'article 36.2 dit, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Le dialogue demande donc au président de la République, Macky Sall, sur la base de cet article-là, de rester pour les 2 mois qui restent entre le 2 avril et le 2 juin pour permettre qu'il y ait l'élection présidentielle et qu'il y ait la transmission du pouvoir. Mais c'est une proposition qui est faite. Et cette proposition, elle est dans un rapport. Ce rapport sera remis au président de la République le lundi. Le président de la République se prononcera. Mais il a eu à nous dire d'ores et déjà, avant de me prononcer, je saisirai le Conseil constitutionnel qui m'invite dans son considérant 20 pour organiser l'élection présidentielle. Donc nous voilà dans cette situation. Alors... Et s'il refuse? Voilà, s'il refuse, c'est cela la question. S'il refuse, c'est... Alors le Conseil constitutionnel a du travail. Le Conseil constitutionnel peut estimer qu'il y a vacance de pouvoir. Auquel cas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer la suppléance. C'est ça qui est dit, alors aussi dans notre Constitution. Donc, l'article 39 de cette Constitution dit
En cas de démission, d'empêchement, le président de l'Assemblée est suppléé par le président de l'Assemblée nationale. N'étant pas dans ces cas, mais le Conseil constitutionnel peut estimer qu'il y a vacance de pouvoir et ce sera le président de l'Assemblée nationale. Mais évidemment, les missions qui sont données au président de l'Assemblée nationale sont des missions qui sont très claires. Il lui est dit, dans un délai rapproché de 60 à 90 jours, il doit organiser le président de l'Assemblée nationale qui assure la suppléance du président de la République, l'élection présidentielle. Là, on se trouve dans une nouvelle élection. Et c'est ça qui pose débat. Que va-t-il se passer si toutefois l'on aboutisse à ce cas de figure pour les candidats déjà dits spoliés, les candidats recalés ou les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, les 19, les 20, je veux dire. C'est pourquoi le dialogue, dans un esprit de lucidité et de responsabilité, a eu à dire, en retenant la date du 2 juin, les candidats qui ont déjà été validés, les 19, au nom de leur droit acquis, il faudrait préserver ce droit-là. Les candidats qui sont dans la situation des binationaux et qui sont dans le collectif dit des spoliés, qui estiment que le contrôle de parrainage qui ne s'est pas fait dans les règles de l'art, qu'une chance leur soit donnée pour qu'il y ait ce contrôle-là. Ce sont des propositions qui sont faites et qui sont donc contenues dans le rapport et qui arrivera par le biais du président de la République au niveau du Conseil constitutionnel. Encore une fois, ce sera au Conseil constitutionnel de trancher cette question difficile et délicate parce que le président de la République est dans une position arrêtée, ferme et définitive en ce qui concerne ce débat, en ce qui concerne son départ. Donc, il verra, une proposition pourrait être faite en ce moment où une décision serait prise alors, lors de la constatation de la vacance par le président donc, du Conseil constitutionnel et ses 6 autres, c'est-à-dire les sages du Conseil constitutionnel. Alors on est dans une situation exceptionnelle, vous l'avez inédite, hein, vous l'avez rappelé, c'est le droit et la démocratie qui doit primer sur l'autre. Alors aujourd'hui on parle de situation exceptionnelle. Est-ce que le président, par exemple, pourrait utiliser l'article 52 ? C'est une prérogative. Qui dit beaucoup de choses en cas de vacances ou de situations exceptionnelles liées à la sécurité du pays ou justement de la gestion des institutions. Oui, je vais vous les lire parce que pour que nos téléspectateurs puissent voir exactement ce qui est dans notre Constitution. L'article 52 que vous venez d'évoquer, il est dit: lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la nation. Alors, cela signifie qu'il peut prendre toute mesure. Les pouvoirs exceptionnels, qui sont encadrés aussi, je ne vous ai pas lu l'ensemble de l'intégralité de l'article 52, parce que ce pouvoir est un pouvoir qui est encadré. Cela signifie qu'il peut procéder même à la dissolution du Conseil constitutionnel. Mais d'emblée, le président de la République, Macky Sall, qui est un démocrate, nous a dit: je ne recourrai jamais à l'article 52. L'article 52 est conforme à l'article 16 de la Constitution française, que le général de Gaulle a eu à utiliser dans certaines circonstances. Mais il nous a dit de façon claire que je n'utiliserai jamais l'article 52. J'estime qu'il doit y avoir une coopération entre les institutions. Lorsqu'il y a une crise, c'est une collaboration. Montesquieu a bien vu, dans l'esprit des lois, que les 3 pouvoirs doivent s'entendre dans un esprit d'équilibre. Et lorsqu'il y a même une crise entre ces 3 pouvoirs, il y a un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire qui doit pouvoir trouver les solutions. Parce que dans toute démocratie, il y a un tiers indépendant. Ce tiers indépendant, c'est le juge. Lorsque toutes les voix discordantes n'arrivent pas à trouver une solution,
Lorsqu'on le saisit, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que la Constitution le lui confère de prendre une décision qui s'impose à tous et qui devient la vérité judiciaire qui va commander l'ordre normal des choses. Donc, en ce moment, donc, il y a aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui est au cœur des institutions. Le Conseil constitutionnel précise d'ailleurs, dans sa décision du 15 février, dans le considérant 19, qu'il a un pouvoir de régulation. Et ce pouvoir de régulation est large, puisqu'il touche à la fois l'ordre, la paix, le fonctionnement normal des institutions. Et sans doute, une telle décision viendra à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'entre la démocratie et le droit, qui est droit, comme son nom l'indique, et la démocratie qui est, on va le dire, une série de consensus, de compromis autour des questions politiques. Aujourd'hui, est-ce que la justice peut jouer pleinement son rôle dans ce cas de figure et éviter le Sénégal, et éviter que le Sénégal ne fasse face à des menaces qui pèsent autour de nous? Est-ce que cela renforce aujourd'hui ce pouvoir judiciaire-là? Oui. Je pense que... Auquel vous appartenez quelque part aussi. Vous êtes avocat. La justice peut être un facteur de paix. Parce que les décisions visent à stabiliser aussi. Il y a les droits individuels, il y a les droits collectifs. Mais dans certaines situations, comme les conseils constitutionnels, nous n'avons pas une cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, il y a des hommes et des femmes qui viennent aussi d'horizons différents, qui ne sont pas seulement des magistrats de profession. En France, ils sont 7 ici. Oui. En France, ils sont 9. Et les anciens présidents sont membres de droit. Parce qu'il faut allier à la fois le droit, la politique, la sociologie, tous les éléments qui peuvent faire en sorte d'assurer aussi la stabilité à travers une décision de justice, qui cherche évidemment à se fonder essentiellement sur les principes de droit, mais en même temps en tenant compte de la situation qui prévaut. Évidemment, vous avez abordé une question très importante. Aujourd'hui, il y a une situation sécuritaire autour de nous et qui se traduit par des menaces à la fois asymétriques, protéiformes et qui sont là, qui peuvent peser sur notre pays. Nos forces de défense et de sécurité veillent depuis la nuit des temps pour que nous ne puissions pas nous trouver dans des situations de perpétration d'actes qui pourraient déstabiliser notre pays, déstabiliser notre vie sociale et notre vie politique. Cela, il est important aussi que nous puissions veiller sur cela. C'est un élément très important. Et aujourd'hui, le Sénégal n'est plus un pays vendeur de cacahuètes. Notre pays intéresse tout le monde. Les convoitises, les appétits. Alors, nous les voyons. Parce qu'il y a le pétrole, parce qu'il y a le gaz. Nous ne sommes pas vendeurs seulement de cacahuètes. Nous passons à une autre étape, à une autre échelle. Et ça se traduit par les agitations que nous connaissons. Il nous appartient tous, avec lucidité, de réfléchir de manière à ce que Dieu nous a donné comme richesse actuelle soit une bénédiction pour notre pays et que cela ne soit pas un malheur pour notre pays. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que la classe politique a beaucoup à faire pour que cela soit traduit en réalité. Et on espère que les dialogues en cours, au futur, pourraient aider justement à maintenir la stabilité de ce pays qu'est le Sénégal. Je l'espère, parce que le génie de notre peuple, c'est que dans les moments les plus difficiles, dans les crises qui semblent les plus graves, et nous en avons connu en 62, en 63, en 68, il y a eu de graves moments où tout paraissait tomber, mais il y a eu un génie politique, où les hommes politiques ont pu trouver les solutions. Le code de 91, c'est un code consensuel. C'était ce qui a permis aujourd'hui de faire des progrès importants en ce qui concerne notre démocratie. Aujourd'hui encore, les solutions sont là, à mon avis. Et ces solutions-là, nous devons les explorer avec la volonté ferme que c'est dans la paix qu'il peut y avoir l'exercice effectif de tous nos droits, dans le socle de cet état de droit qui est protecteur de nous tous. Et cela n'est possible que si chacun d'entre nous, au moment
où l'intérêt supérieur de la nation le demande, et que l'on essaye de s'asseoir sur son ego, sur ses intérêts personnels, et voir que le Sénégal passe avant nous tous. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Maître Sidiki Kaba, on aurait pu continuer, mais nous sommes dans un journal avec un format bien clarifié. Nous allons poursuivre avec la 13e plutôt conférence des ministres du commerce à Abu Dhabi. Le Sénégal a eu à tenir plusieurs sessions de travail avec les pays comme le Cambodge, le Pakistan, l'Inde et la Thaïlande. Kaltom Gay est notre envoyé spécial. C'est un agenda très chargé pour le chef de la délégation sénégalaise, le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana. Plusieurs rencontres bilatérales ont été tenues entre le Cambodge, le Pakistan, l'Inde et la Thaïlande. Quand nous venons à des événements de cette nature, nous profitons aussi pour échanger, recevoir ou être reçus par les ministres du Commerce ou les représentants des pays où nous exportons le plus, où nous importons le plus. Et c'est la raison pour laquelle le Sénégal a tenu à échanger avec ses partenaires privilégiés, notamment des pays d'Asie. L'Inde d'abord, l'Inde est le plus gros producteur de riz, de sucre, sur beaucoup d'autres produits. Et l'Inde est un partenaire stratégique du Sénégal puisque nous exportons aussi beaucoup d'acide phosphorique vers ces pays-là. Donc on a eu un échange très fructueux avec le ministre sur des sujets d'intérêt commun et sur lesquels peut-être qu'il y aura des délégations entre chefs d'entreprise, administration pour affiner cette relation. Parce que notre relation, notre balance commerciale avec l'Inde est quasi équilibrée. Il y a juste un petit delta. Donc c'était l'occasion d'échanger sur beaucoup de sujets, des sujets de sécurité alimentaire, mais aussi des sujets relatifs à la production agricole des deux pays. Nous avons rencontré aussi un pays comme le Pakistan, avec lequel nous avons beaucoup d'échanges commerciaux. Nous avons une commission mixte aussi. Un pays comme la Thaïlande, beaucoup d'échanges commerciaux. Nous avons eu ces échanges avec nos homologues sur ces sujets pour approfondir la coopération, mais aussi aller au-delà du commerce, c'est-à-dire les opportunités d'investissement dans un pays comme le Sénégal où l'attractivité n'est plus à démontrer avec un taux de croissance élevé, les perspectives pétrolières et gazières. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'opérateurs qui cherchent à venir dans notre pays. Un pays comme le Cambodge, qui est un pays avec lequel nous n'échangeons pas beaucoup. Il y a des exportations de produits halieutiques vers le Cambodge, mais le Cambodge aussi est un grand producteur de produits agricoles. Donc nous avons beaucoup discuté, échangé et ouvert des perspectives de collaboration et de partenariat pour nos deux économies. Il s'agit de revoir la coopération commerciale déjà établie et qui se porte bien, mais surtout de jeter de nouvelles bases pour renforcer ces relations. Making headway in Senegal, but mainly about the potential of a broad-based cooperation in many fields. And we believe that Senegal and Pakistan has... Le potentiel de coopération avec le Sénégal est très vaste dans d'ailleurs plusieurs domaines. Nous pensons que le Sénégal et le Pakistan peuvent travailler étroitement et participer ensemble à des forats internationaux. Ils pourront partager des valeurs communes. Nous n'avons pas jusque-là pu travailler sur le front économique. Nous devons arriver à cela, à faire des affaires. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faut élever notre niveau de coopération. Ainsi, nous devons travailler sur un agenda réaliste et possible et nous espérons arriver bientôt à une très bonne coopération entre nos deux nations. And you would hopefully see much more movement as compared to the past between two countries. Pour l'Inde, une visite est prévue au Sénégal à cet effet. India will be there to support Senegal. India and the government of Senegal will work very L'Inde supporte et soutient le Sénégal. L'Inde est décidée à œuvrer pour le développement économique des deux pays. J'ai demandé au ministre de recevoir une délégation d'hommes d'affaires sénégalais en Inde après les élections en juin. J'ai aussi offert le soutien de start-up et du système indien pour venir en aide au Sénégal à la mise en place de start-up locales. E-commerce systems in India to help Senegal develop its local start-up ecosystem. Les nouvelles technologies, l'agriculture, le développement durable sont autant de domaines de coopération entre le Sénégal et ces pays. Ces sessions de B2B font ressortir l'importance de travailler
en parfaite collaboration. Et puis le Sénégal a célébré la journée mondiale de la protection civile. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est toujours en action pour mettre en exergue sa devise « Sauver ou périr ». Quelles sont justement ces activités qui sont menées pour assister et secourir les populations? Moussa Mané nous plonge dans l'ambiance qui règne à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en cas de besoin. Maillon essentiel dans la protection des populations et de leurs biens, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est au quotidien dans l'action pour remplir sa mission, celle d'apporter secours et assistance aux personnes en détresse. Une mission qui cadre bien avec sa devise « Sauver ou périr ». La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, en fait, est le bras armé de la protection civile. Naturellement, avec plus d'une soixantaine de casernes et plus de 6000 militaires bien formés dans ces rangs, une expertise reconnue tant au Sénégal qu'à l'étranger, on peut assurément assurer que la BNSP joue un rôle fondamental et un pilier de la protection civile dans notre pays. Cette protection civile est faite d'abord en amont par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Régulièrement, elle mène des activités de sensibilisation et de formation à l'endroit des populations. Le but est d'apprendre et maîtriser les gestes qui sauvent en cas de catastrophe. Des formations destinées aux entreprises, à des structures civiles, je peux nommer des associations sportives et culturelles, les ASC, des associations même religieuses, des daïras, des scouts et guides. On a également le grand public durant les inondations où quand même les sensibilisations ont porté fondamentalement sur les activités à éviter pendant ces périodes. Durant également la période estivale, vous le voyez, sur les plages, un peu les conduites à tenir. Nous recevons également les visites de beaucoup d'établissements scolaires. Nous en profitons également pour les sensibiliser sur un peu les risques qu'ils encourent. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait face à deux types de défis. Les catastrophes cycliques comme les inondations. Dans ce cas de figure, des planifications sont faites, des moyens logistiques sont déployés dans les zones les plus critiques afin de pomper les eaux. Depuis quelques années, les sapeurs-pompiers font face aussi à des événements dramatiques peu connus du grand public, mais surtout des éléments de la BNSP. Je donne l'exemple de nos unités qui sont parties en opération extérieure, notamment en Turquie où il y avait un séisme. Bon, naturellement, ce n'était pas préparé directement. Ils ont eu un court préavis de 48 heures. Et pour la catastrophe qu'il y a eu en Guinée, il y a eu jusque 2 heures de préavis. Mais quand même, quand les éléments se sont déployés sur le terrain, de par surtout la formation militaire d'abord, mais également la formation spécifique et professionnelle, ils ont eu quand même d'excellents résultats, la satisfaction et des autorités et des populations autochtones. Il y a un retexte qui est fait qui permet d'améliorer nos procédures et quand même de nous équiper davantage afin de pouvoir s'adapter à tout type de catastrophe. Un retour d'expérience qui permet à la BNSP de diversifier les modules de formation de ces éléments. Toutefois, elle a anticipé avec la mise en place de la compagnie radiologique, biologique et chimique, la compagnie sauvetage et déblaiement, la compagnie de secours et d'intervention subaquatique. Des spécialisations qui accompagnent la montée en puissance de la BNSP et son maillage du territoire national. Donc en 12 ans, on a progressé de 37 casernes et sur le plan du matériel quand même, vous avez vu le bon tant quantitatif que qualitatif qui a été fait au profit des sapeurs-pompiers et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Des acquisitions nouvelles qui permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir sur n'importe quelle catastrophe naturelle ou celle due aux activités humaines en tout temps et en tout lieu. La journée mondiale de la protection civile qui va se poursuivre sur le plateau de Kassabor avec Anne-Marie Gomis, Oumar Diaw et Mama Moussagnan. Des invités vont parler du rôle justement des sapeurs-pompiers dans la protection civile, mais également les autres cas connus, effondrement de bâtiments, catastrophes naturelles, entre autres sujets qui seront évoqués dans Kassabor après ce journal.
Et puis, il va falloir compter les jours à partir de ce 1er mars jusqu'au 8. C'est la journée de la femme. Aujourd'hui, nous allons vous faire revivre l'historique de cet événement, un rappel qui permet de mettre en avant la cause de la femme et revivre les dates importantes qui ont marqué les combats des femmes leaders pour leur émancipation. Abdul Aziz Ban. La colonisation a voulu transposer un modèle qui consacre l'exclusion des femmes de l'espace politique avec la loi Salik au XIVe siècle, qui n'avait rien à voir avec les réalités locales. Mais le substrat culturel qui demeure en lame de fond dans la société a permis aux Sénégalaises de faire face à la volonté du pouvoir colonial, de les enfermer dans l'espace privé. Les femmes ont tout le temps été au cœur de la politique dans l'espace social sénégalais et le fil de la résistance nationale a été tenu d'un bout à l'autre par les femmes. C'est Aline Sitoé Diatta, prêtresse de Casamance, qui l'a clôturé au sud pour avoir été la dernière résistante nationale déportée en 1943 au Mali par le pouvoir colonial. La politique coloniale ouvertement sexiste a limité l'accès des femmes à l'éducation et à la formation. En 1906, il y avait 29 écoles dispensant un enseignement aux garçons et qui comptaient 3252 élèves contre 4 écoles pour les filles, 40 élèves. Au niveau de la formation professionnelle, l'école normale William Ponty, pépinière des futurs cadres et chefs d'État africains, fut ouverte en 1910 et c'est seulement en 1939 que fut fondée une section féminine, soit 29 ans plus tard. Après s'être mobilisées en 1945 pour arracher le droit de vote, elles se sont impliquées dans la lutte pour les indépendances. L'Union des femmes sénégalaises est mise en place en 1952 pour continuer le combat politique des hommes traqués par le pouvoir. Mais une fois les indépendances obtenues, celles qui ne sont pas allées à l'école sont écartées par les nouvelles élites. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la femme sénégalaise a obtenu des victoires après beaucoup de combats. Mais c'est grâce à la loi sur la parité votée le 14 mai 2010 par l'Assemblée nationale, adoptée par le Sénat le 19 mai et promulguée le 28 mai 2010 que le Sénégal s'est retrouvé depuis 2012 avec 64 femmes sur 150 députés à l'Assemblée nationale, soit 42,7%. Une avancée notoire dans le combat des femmes. Le processus politique qui a conduit à cette loi sur la parité avait pour objectif l'égale participation des femmes et des hommes aux instances électives et semi-électives et vise à terme une modification des rapports entre les deux sexes en vue d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce tournant décisif dans l'histoire du Sénégal est le fruit de lutte de plusieurs générations arrivées à maturité. Autre victoire des femmes sénégalaises, la criminalisation du viol. C'était une demande des associations de défense des droits des femmes à la suite d'une série d'agressions sexuelles enregistrées dans notre pays. Ce projet de loi avait d'abord été adopté en Conseil des ministres. Il s'agit d'une loi modifiant celle du 21 juillet 1965 portant sur le code pénal relatif notamment au chapitre visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Jusque-là, le viol était considéré comme un délit passible de 5 à 10 ans de prison. Le combat continue donc pour ces femmes et vivement d'autres victoires dans le futur pour le droit des femmes. Il y a toujours des femmes qui se distinguent sur plusieurs champs d'action. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Nous allons vous parler d'une femme leader, Dr Nafissatou Diouf, journaliste à la RTS ces dernières années, enseignante et chercheur depuis plusieurs décennies. Donc, elle s'est illustrée dans le domaine de l'information et de la communication. Actuelle directrice générale de TDS SA, elle fait figure de référence pour beaucoup de ses sœurs. Seydina Lunfal. Docteur Nafissatou Diouf. Depuis un peu plus d'un an, elle est directrice générale de la TDS, la Société de télédiffusion du Sénégal. Une femme au parcours élogieux qui lui a permis de se hisser et de devenir référence dans son domaine. Son bac avec mention lui a ouvert à l'époque les portes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qu'elle obtient son diplôme d'études supérieures en journalisme, puis son doctorat en littérature française. Enseignante, chercheur, Dr Nafissatou Diouf est également une journaliste chevronnée. C'est à la radio Sud FM qu'elle a débuté. Par la suite, je suis partie à la RTS. Donc à la RTS, où quand même j'ai fait le plus... une carrière quand même de journaliste. Donc j'ai intégré la RTS en 2004. Et de 2004 à 2016, j'étais à la RTS. Ensuite, j'ai pris une disponibilité et puis après, je suis revenue pour occuper les fonctions de directrice des relations publiques et du numérique. Donc, auparavant, il faut dire quand même que j'ai été rédactrice en chef de Kenkeliba pendant un bon bout de temps. Et c'est l'occasion aussi de remercier mon directeur général de l'époque, M. Racine Talla, qui m'a quand même permis de pouvoir
donc avoir une carrière internationale en intégrant pendant quelques mois donc TV5 Monde. C'était aussi une belle expérience que j'ai vécue. Femme dynamique et transversale, elle s'implique également dans l'enseignement et la recherche. Parallèlement à mes activités professionnelles de journaliste, j'ai intégré l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc où je suis actuellement responsable des masters en communication digitale. Et parce que ce qui est intéressant dans les deux carrières que j'ai embrassées, aussi bien l'enseignement que le journalisme, ce sont des professions dont on dit libérales, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, et ce qui fait quand même que, du point de vue déjà de mon signe astral, je suis Verseau, donc très versée dans l'indépendance. Ce sont en tout cas, c'est des professions qui me vont. Ses collaborateurs témoignent. C'est une fierté pour nous les femmes d'avoir à la tête de la TDS une directrice. C'est une fierté pour nous et ça doit servir d'exemple aussi aux autres femmes, de leur donner du courage à faire face, bien affronter certaines responsabilités. Ça montre qu'il y a des femmes leaders, il y a des femmes compétentes qui peuvent diriger les structures. Dr Nafissatou Diouf fait confiance aux femmes de la TDS, car on a constaté que depuis son arrivée, presque toutes les femmes occupent des postes de responsabilité. Oui, Mme Diop. Rufisquoise, Bontain, Dr Nafissatou Diouf, une femme qui œuvre pour sa communauté à travers son engagement citoyen pour l'enfance. D'ailleurs, consciente des enjeux actuels, des problématiques de la jeunesse, Dr Nafissatou Diouf a publié ce roman En allant à Kassando, un livre qui s'intéresse à l'immigration clandestine. Les femmes à l'honneur en ce mois de mars, et ce sera comme ça jusqu'au 8. Immersion à la paroisse de Dieppe, la fameuse, la légendaire chorale des martyrs de l'Ouganda. Pour la messe de Pâques, les héritiers de Julien Joga vont revisiter leur répertoire varié et riche et proposer aux fidèles séances de répétition bien orchestrées dans la douceur de la nuit. Un reportage de Mansour Dian et Neikou Mandjaï. Il est 20h à Dieppe, plus précisément à l'église des martyrs de l'Ouganda. Des voix s'échappent d'une salle occupée par la chorale Jean-Pierre Guignard. Les doigts du maestro indiquent les intonations de la voix. Ici, la répétition porte exclusivement sur des textes destinés à la fête de Pâques. Nous avons jugé nécessaire de commencer par la messe. Nous avons choisi la messe Lux et Origo de Jean-Pierre Guignard, notre homonyme. Et comme la messe elle est plus longue, elle est composée du crier, du Gloria, du Sanctus et de l'Agnus. Donc on a préféré commencer par ce chant-là en latin. Et après, quand nous aurons fini, nous enchaînerons sur les autres chants. Donc le Yesu Seydi Tumbu que nous sommes en train de chanter est un chant aussi de la Pâque. 5 maîtres de chœur assurent les répétitions pour une bonne harmonisation des voix. On se distribue les tâches, chaque maître de chœur prend une voix et nous d'habitude, avant la Semaine Sainte, nous avons fini tout le programme. Donc nous avons déjà évacué jeudi la messe, Lux et Origo. Nous sommes en train de travailler sur le Yesu Seydi Tumbu. Donc ça fait déjà 2e semaine du temps de carême et nous avons déjà évacué une messe complète et un chant déjà pour la Pâque. La diversité culturelle des membres de l'ensemble vocal se reflète aussi dans le programme. Et on a déjà le Yesu Seydi Tumbu, donc c'est un chant créole. Nous avons le Tchindap à communion, c'est un chant de Wolof. Nous avons un chant Diola. On a un répertoire très diversifié aux martyrs. Nous chantons Wolof, français, séeréer, créole, latin. C'est vraiment l'héritage des martyrs de l'Ouganda. Les répétitions nécessitent concentration et effort. La foi en Jésus permet de transcender ces difficultés. Il est vraiment très dur de jeûner et de chanter, mais nous sommes habitués. Nous sommes habitués, quand nous sommes là en répétition, nous oublions même qu'il est 21h30 pour rentrer. Alors que presque tout le monde a jeûné. Tout le monde a jeûné, nous chantons et quand nous finissons la répétition, nous courons vite pour aller manger. Il n'y a presque personne qui mange avant de venir à la répétition.
Donc c'est un sacerdoce avec l'habitude que nous avons de chanter, de louer le Seigneur, parce que nos chants même nous font oublier qu'on a jeûné. Sur le chemin de Pâques, la chorale Jean-Pierre Guignard a déjà parcouru un bon chemin par rapport à son programme. De joyeuses fêtes en perspective pour ses vocalistes qui préparent aussi les 40 ans de leur groupe polyphonique au mois d'octobre. À 7 km de Thiès se trouve une église qui a aujourd'hui 126 ans. C'est l'une des plus vieilles dans la région après celle de Mont-Roland. À Fandène se trouve cette église. La paroisse Saint-Maral est un véritable patrimoine. Saint-Marcel est un véritable patrimoine. Un lieu de culte qui a été construit par des missionnaires catholiques en 1948. Dans cette bourgade, la population est exclusivement de religion chrétienne. Marandiaï et Mariem Biramba. Au détour d'une rue, à Fandène, se dresse l'église de la paroisse Saint-Marcel. Elle est le lieu de prière de toute la communauté catholique de la localité. Son implantation dans ce village est l'œuvre d'un missionnaire. L'église a été construite en 1948, donc par le père Pouget. Donc il y a eu les premiers missionnaires, les prêtres du Saint-Esprit, qui venaient, parce qu'ils sont missionnaires, ils venaient à Fandène. Donc jusqu'en 81, le dernier c'est Édouard Brucker. Donc après lui, il y a eu les abbés maintenant du Sénégal. Au-delà de l'effort des missionnaires, les populations se sont engagées massivement pour la construction de ce lieu de culte. Ce sont les populations, donc les jeunes, ils faisaient les briques, ils taillaient les pierres. Et donc c'était construit avec le cœur de Fandène. Cette église-là a eu une petite transformation, mais il y a toujours l'épine dorsale de l'église primitive qui a été construite, donc, comme je vous l'ai dit, en 1948. À la tête de cette église se trouvent 2 prêtres qui sont aidés dans leurs tâches par des sœurs. Ici, toute une organisation a été mise en place pour une bonne pratique spirituelle dans la zone. Au niveau spirituel, nous avons une organisation. Donc chaque jeudi, il y a les réunions d'œuvre. Et dans ces réunions d'œuvre-là, on organise le travail. On évalue ce qui marche et ce qui ne marche pas et les activités à programmer pour mieux aider les fidèles dans leur vécu au quotidien, au niveau de la foi, bien sûr. Donc il y a ici le secteur centre Saint-Marcel. Il y a aussi les autres secteurs à l'entrée, à Kernjour, le secteur Notre-Dame. Il y a une petite chapelle là-bas, après chapelle Notre-Dame de l'Espérance. Il y a aussi l'autre secteur qui est à Diane, ici, appelé secteur Saint-Dominique. Donc chaque secteur a son patronage. En ce temps de carême, la paroisse vit intensément cette période de marche vers Pâques. Dans ce sens, elle accompagne les fidèles chrétiens. Plusieurs activités sont prévues. Nous sommes en temps de carême, bien sûr, temps de préparation pour la Pâques, temps de préparation des cœurs, temps de conversion, temps de repentance. Donc pour mieux aider les fidèles à marcher sur cette dynamique-là de préparation de ces Pâques-là, mieux disposer les cœurs et les esprits, et mieux les unifier en une seule famille, Église de Dieu, bien sûr. Donc il y a des activités qu'on programme. Il y a les chemins de croix, il y a les récollections, il y a les enseignements dans les secteurs, et dans les structures, et dans les mouvements également, comme CVAV, Scout, etc. Donc tout ça, ce sont les prêtres qui gèrent ça. Donc dans chaque domaine, une activité est programmée pour que chacun se sente vraiment dans cette église-là. Fandène est une localité où vit exclusivement une population chrétienne. L'église œuvre à réunir toute la communauté en une famille religieuse. Fandène, on peut dire que même c'est à 100% chrétien. Donc c'est une chance pour nous. Et ce qui fait que le vécu de la foi également ici, en tout cas, est foncièrement aimé et pratiqué. D'une part, le message passe plus facilement. La population est presque 100% catholique, mais les ethnies, il y a beaucoup d'ethnies ici, il n'y a pas que des Sérères. Il y a des Diola qui sont venus vécu. Et aussi, ça nous appelle, à travers ces ethnies-là, comment condenser, parce que celui qui a grandi à Ziguinchor et qui est venu se marier ici, par exemple, il n'a pas reçu la même initiation ethnique. Donc le vécu de la foi doit nous permettre, à travers ces ethnies, et comment vivre cette foi-là avec ces ethnies-là, en fait. À côté de l'église, il existe un presbytère, lieu d'habitation et de bureau pour les curés. Aujourd'hui, Fandène est une communauté majoritairement chrétienne. La paroisse y a joué un rôle crucial. La réhabilitation de l'église est prévue prochainement, selon les curés. La paroisse Saint-Marcel de Fandène, donc un véritable patrimoine. L'artiste peintre Abdoulaye Diallo offre un tableau
de Sembène Ousmane à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il contribue à l'hommage rendu à ce grand homme de culture par la communauté universitaire. Un tableau pour matérialiser la décision de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD de donner le nom de Sembène Ousmane à son nouveau bâtiment. L'artiste Abdoulaye Diallo se joint à cette démarche salutaire en offrant cette magnifique œuvre à la communauté universitaire. Nous étions partis pour l'acheter et lui, il nous le donne gratuitement. Et c'est là le signe d'une grande générosité, de don de soi, dont seuls les artistes peuvent faire montre. Et nous sommes très fiers, par ce beau tableau que vous nous offrez, d'enrichir notre collection aux côtés de ces d'autres grands noms comme Iba Ndiaye et Khalidou Kassé. Notre mission en tant que faculté, c'est d'enseigner, de former, de servir la communauté, mais aussi, à la différence des autres facultés, de nous occuper d'art, de culture, de l'esprit. Un honneur exceptionnel. Cet honneur d'accepter cette donation de l'œuvre Sembène Ousmane le Baobab m'impose deux devoirs. Un devoir de gratitude et un devoir de persévérance dans l'accomplissement de mon art. Un bel hommage à Sembène Ousmane, l'écrivain, le cinéaste, l'artiste tout simplement. C'est une jonction heureuse que Sembène soit au cœur de la réflexion et de la pratique artistique d'Abdoulaye Diallo, que Sembène soit au cœur de la réflexion, parce que dans cette faculté, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été écrits et publiés ici autour de l'œuvre de Sembène. Donc, on ne pouvait que nous réjouir de cette coïncidence, qui n'en est pas une finalement, puisque tout ce qui converge monte ensemble, et c'est ça qui fait que l'œuvre d'Abdoulaye Diallo, dans cette faculté, avait sa place. L'œuvre d'Ousmane Sembène, dont le centenaire a été célébré l'année dernière, a été d'un grand apport dans la production universitaire. Immortaliser ce grand homme de culture dans ce temple du savoir n'est que reconnaissance méritée. Les sports pour terminer. Les Jeux africains démarrent vendredi prochain à Accra et Cape Coast au Ghana. Le Sénégal prendra part à la compétition dans 11 disciplines. En France, le dîner de Kylian Mbappé à l'Élysée et la suspension pour 4 ans de Paul Pogba par l'agence antidopage italienne suscitent un vif débat. On parle de tout cela dans Actu Sport Express avec Ibrahim Ambo. Plus qu'une semaine avant le début de la 13e édition des Jeux africains, 98 athlètes sénégalais seront en lice du 8 au 23 mars dans 11 disciplines. Le football avec les équipes U20 filles et garçons. Amara Diouf sera inéligible. Il est né en 2008 alors que ce sont les joueurs nés en 2007 ou en deçà qui pourront être alignés. Les autres disciplines dans lesquelles nos sportifs vont compétir sont le taekwondo, l'athlétisme, le judo, le karaté, la lutte, la natation, le beach volley, le triathlon, le tennis de table et le badminton. En Saudi Pro League, Sadio Mané retrouve le chemin des filets. Il a marqué hier à l'occasion de la 22e journée. Son club, Al Nassr, a été tenu en échec par Al Hazem, 4 buts partout. Un match à rebondissement. Avec ce partage de points, Al Nassr est distancé dans la course au titre par son rival, Al Hilal. Kylian Mbappé, la star du football français sur le perron de l'Élysée, il était invité à un dîner par le président Macron en présence de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Plusieurs autres personnalités faisaient partie des invités. Un dîner qui intervient quelques jours après l'annonce du départ de Mbappé du PSG. Selon la presse française, l'émir du Qatar lui a souhaité bonne chance. Cependant, certains confrères